donc au village de Grand Coude, ce qui va permettre, si vous voulez, donc de comprendre donc l'histoire de Grand Coude, mais aussi l'histoire du thé. Donc je pense qu'aujourd'hui vous êtes venu nous voir donc pour découvrir le thé, c'est un peu ça, non? Je pense votre besoin aujourd'hui. Mais vous allez comprendre que Grand Coude n'est pas né avec la culture du thé, mais avec une autre culture. Que si je pourrais bien sûr donc au travers de ma visite faire une petite parenthèse, j'essaierai de la faire, hein, mais ça sera plutôt en seconde partie donc de visite. Mais on va quand même se dire qu'en ce moment on est situé donc sur ce plateau à 1100 mètres d'altitude, donc pour être un petit peu plus précis, donc on est exactement situé là, en étant entre la rivière des... Quelqu'un connaît? Il y a de galets dedans, mais c'est pas ça. La rivière des remparts de ce côté-ci et la rivière Langevin avec le village de Grand Galet ici, d'accord? Et surtout, je dirais une zone assez importante aussi, Cap Blanc, un petit peu plus haut. Et pourquoi important? Parce qu'une grande partie de nos anciens seraient natifs de ces régions-là. Travailler à Cap Blanc, mais malheureusement, on est comme dans le lit de la rivière et forcément, les problèmes d'érosion au bout d'un moment donc, vont venir et forcément, donc nos anciens seront contraints à ce moment-là, en début de 1900, de trouver de nouvelles zones pour continuer à travailler, je vous dirais tout simplement à vivre. Et c'est là qu'ils vont emprunter, je le dis bien quotidiennement, les remparts pour venir travailler sur le plateau de Grand Coude. Donc j'ai bien dit quotidiennement, j'ai bien dit travailler, j'ai bien dit plateau. Je ne parle pas encore de village à ce moment-là, parce que le village va naître à partir de 1920. Et les gens sont arrivés ici avec une première culture qui pour l'époque serait, je dirais même évidente dans les hauts, c'est le géranium. On parle bien de plantes à parfum, mais qui sera présent jusqu'en 1950 où à ce moment, malheureusement, il y a des petites difficultés, je dirais, qui vont arriver par rapport à la concurrence extérieure. Et à ce moment-là, donc les gens, en tout cas, donc sur Grand Coude, seront payés pour arracher le géranium et on sera payé pour mettre en place une nouvelle culture qui serait la culture du thé. C'est très bien. Il y en a une qui suit, hein, et avec quand même force et conviction. Donc, le thé va s'installer, mais très rapidement, on se rend compte que sur le point de vue donc économique français, ça n'est pas la culture la plus intéressante. D'un, parce que les Français n'en consommaient quasiment pas à l'époque, et avec une main d'œuvre qui était déjà très chère par rapport aux autres pays producteurs. Donc très rapidement, on sera payé ici donc pour arracher donc le thé, et sur Grand Coude, on est payé pour remettre du géranium, qui en tout cas sur le moment est donc plus intéressant. Et c'est pour ça que bien entendu, bien sûr, on va découvrir le thé, mais si je pourrais faire une petite parenthèse sur le géranium, je le ferai. Vous l'aurez compris, ces deux cultures sont liées par l'histoire, mais aussi, j'irai aussi simplement pour le plaisir pour nous de continuer à faire ce que faisaient nos anciens. Ah, il fait bon là, dans les sous-bois. Dire que 80% de ce qui vous entoure, c'est déjà du thé. Donc contrairement donc du coup donc si vous voulez à ces idées reçues qu'on a, c'est que finalement le théier est loin, très très loin d'être un arbuste. D'ailleurs, je vous dirais que le mot arbuste et théier, ça ne peut pas aller ensemble parce que la nature nous a donné un arbre. Et c'est même dans sa définition un tronc donc, et des ramifications qui démarrent vers le haut et surtout qui va au-delà de 5 à 7 mètres de hauteur. Parce que je vous dirais que les plus grands théiers qu'on a donc sur le domaine aujourd'hui pourront aller jusqu'à 10 mètres de haut. Trois grandes souches de thé à l'origine dans le monde. Vous direz donc la première des souches, la plus importante mais la plus répandue, mais aussi la plus petite, serait la souche asiatique. Je donne son nom pour le plaisir, je ne sais pas si vous allez le retenir, hein, on verra. C'est le Camellia sinensis, variété sinensis. On va pas te retenir. Ça va? Camélia. Camélia, ce qui est déjà pas mal, hein, parce Il que vient d'où ça fait partie de la famille La des première camélias. Vas-y. Souche, voilà, on va dire chinoise, asiatique. Puis on aurait découvert un peu plus tardivement une autre souche dans le monde du thé, découverte en Assam, en Inde, d'où son nom Camellia sinensis assamica, et qui d'ailleurs pourrait aujourd'hui donc monter jusqu'à 20 mètres de haut. Et ça tombe bien, c'est justement cette dernière que nos anciens ont choisi de planter autrefois. Et c'est celle qui est encore présente autour de vous. Alors oui, on n'est pas donc sur des valeurs de 20 mètres aujourd'hui, mais c'est pas impossible que demain on se rapproche justement de tout cela. Et la dernière des souches, la plus grande, mais aussi je dirais donc la moins connue, plutôt utilisée par l'homme pour créer des hybrides qu'à la fabrication du thé même en tant que boisson, c'est celle qui viendrait du Cambodge et qui pourrait en théorie atteindre donc les 30 mètres de haut. Mais comme vous pouvez voir, à chaque fois on est très loin donc de l'arbuste, mais bien plus proche de l'arbre. C'est pour ça qu'il sera toujours taillé et maîtrisé en forme d'arbuste, d'accord? Table de récolte, je pense que comme ça je ne trompe absolument personne, c'est à hauteur d'une table et qui sert à... Voilà, parce qu'un arbuste, ça veut dire autre chose. On est bien d'accord là-dessus. Et quand on aura ramené donc les premières semences à la Réunion, on les aura donc introduites dans l'est de l'île. Vous savez pourquoi l'est de l'île? Parce qu'il pleut beaucoup? C'est ça, la réputation de l'est, vu que la pluie tombe souvent. On va pas dire tout le temps quand même, on va dire souvent. Et bien entendu, Grand Coude n'est pas dernier sur le classement. Donc c'est pour ça que d'ailleurs en 1955, des essais d'acclimatation se feront un petit peu partout sur le territoire. Et c'est là qu'on va retenir deux zones d'ailleurs qui vont devenir les capitales du thé d'autrefois, au point même d'avoir un produit qui portera donc le thé, le nom du thé Bourbon. Je pense que jusque-là c'est aussi logique. Mais le thé Bourbon,
de la plaine des palmistes et du grand cou. Donc une graine donnera naissance à un théier. Mais je dirais qu'il faut être plus ou moins patient parce qu'il faut compter quand même entre 3 et 5 ans. Donc pour parler de rentabilité à partir de cette graine. Mais avant donc bien entendu d'avoir un fruit et une graine, il y a d'abord une fleur que je pourrais malheureusement pas vous montrer en cette période. Mais c'est vrai qu'elles apparaissent entre février et octobre en faisant très large. Maintenant, avril, mai, juin, allez, on peut pousser jusqu'à juillet, on peut marcher sur des tapis de fleurs de thé dans ce labyrinthe. Ce sont des petites fleurs blanches, 5 pétales avec un petit noyau jaune, qui n'a pas une grande puissance à l'odeur, mais une vraie référence au jasmin, pour ceux qui connaissent. Donc entre la fleur et la graine à maturité, c'est entre 9 et 12 mois d'attente, ce qui reste, je vous dirais, effectivement relativement long, mais nécessaire, on va dire, pour avoir un théier. Donc voilà comment pousse le théier aujourd'hui. Et du coup, donc nous, le plus gros souci qu'on a donc dans les champs aujourd'hui, c'est ça, hein, c'est cette plante-là qui est extrêmement envahissante et qui va pousser au travers du théier. Et donc, si on ne fait rien, donc ça va forcément donc les étouffer. Et aujourd'hui, donc on a dit pas de maladie, pas de parasite, on arrive quand même à se dire même dans la partie culture qu'on arrive à cueillir tous les mois sur le même théier et 9 mois sur 12. Ah Sauf ouais. les 3 mois d'hiver où on va justement tailler le thé qui est devenu trop grand parce que sinon on ne peut plus venir les exploiter. Et quand on taille le thé, toutes les branches on les laisse au sol, hein, justement. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de branches comme ça, mais ça va se dégrader. Donc forcément ça se dégrade, ça nourrit le sol, ça nourrit le théier. Donc aujourd'hui le thé se nourrit que de ces branches et des conditions climatiques qui sont donc bien sûr là qui changent en fonction des années mais qui sont quand même extrêmement favorables. Donc par exemple quand on parlait des feuilles du bas, ça peut se faire, hein, on peut aller jusqu'à... on va dire un peu moins de feuilles quand même. Allez, 5 à 6 feuilles, d'accord? Plus de feuilles, c'est forcément plus de volume. Les feuilles du bas, ici, sont quand même relativement jeunes par rapport à celles qu'on avait là-bas, d'accord? Mais elles auront un petit peu moins d'intérêt dans les propriétés même. Mais elles peuvent apporter, on va dire, un arôme ou un caractère recherché. Donc, c'est pas parce qu'on dit que c'est moins intéressant que c'est forcément pas bon du tout. Il faut toutes les nuances et possibilités derrière tout ça. Donc, nous, aujourd'hui, par exemple, très souvent, quand on voit à la télé le thé, etc., je pense qu'on sait tous, on va parler des 3 premières feuilles généralement, d'accord? Donc des 2, 3, 4 premières feuilles. On va aller sur des cueillettes qui seraient à peu près comme ça, d'accord? Donc du coup, qui soit à la main comme je le fais devant vous. Et donc si on veut avoir donc le meilleur, donc je dirais de la plante, il faudrait prendre encore moins de feuilles en ne prenant que cette partie qui est là. Je ne sais pas si tout le monde va bien le voir, mais c'est vraiment la feuille la plus jeune, hein, elle n'est même pas encore ouverte. Et ça s'appelle de l'impérial. Je pense que son nom veut déjà tout dire. Alors, quand on va aller sur la cueillette fine, ici on arrive à cueillir entre 20 et 30 kg sur une journée. À l'intérieur, il y a à peu près, donc du coup, par personne. Hein. Donc du coup, voire ça dépend de la parcelle encore une fois et de la saison. Mais on est sur du 80% d'eau à l'intérieur, donc 20% consommé. Mais si on revient donc sur l'impérial, là, c'est 500 grammes sur une journée de travail. En fait, si on veut faire du thé blanc, on va prendre les feuilles et les faire sécher naturellement, peu importe le nombre. Sauf qu'on ne peut pas le faire sécher chez nous à l'extérieur, c'est pas tous les jours comme ça, hein. C'est très humide, donc c'est dans un atelier où à l'intérieur les températures seront ambiantes et constantes. Et on enlève l'humidité. Mais il nous faut quand même quelques jours pour sécher le thé dans ces conditions-là. Donc c'est forcément plus long, plus rare et plus cher. Le thé vert, c'est la même base, sauf que le thé vert est lui torréfié. On va faire simple, d'accord? Séché avec une sorte de chaleur. Donc forcément c'est déjà plus rapide, c'est plus intense, mais on peut lui enlever pendant sa transformation quelques vertus. Donc, pourtant, on le connaît tous plus intéressant en termes de vertu que le thé noir. Parce que le thé noir va d'abord subir une oxydation contrôlée, bien sûr, à température et taux d'humidité. Et une fois l'oxydation atteinte à 100%, on va le sécher, donc torréfier, pour pouvoir stopper l'oxydation. Plus d'étapes, plus d'intensité, c'est vrai, mais on lui enlève des propriétés. Donc oui, le thé vert étant plus naturel, donc peut-être meilleur. Mais on ne peut pas s'arrêter à là, il faut aller au bout des choses. Donc il y a encore le thé blanc qui existe, qui est encore plus naturel, donc peut-être meilleur.